Alors on va y aller, je vais commencer avec vous quatre. Vous avez un micro certainement parmi vous, devant vous, qui est posé. On va parler du GR 736. Juste, je vais juste, avant de vous passer la parole, faire une petite interrogation dans la salle. À votre avis, en France, combien il y a de GR? Allez-y, criez des chiffres. 300. Qui dit mieux? Qui dit moins? Combien de GR? On va parler d'un GR, le GR 736. Mais combien il y en a en France? Il y en a 100, il y en a 1000, il y en a 2000, il y en a 200, à votre avis? 736, hein, on pourrait se dire ça, c'est le dernier né. Donc on se dit, il y en a 736, c'est normal, c'est comme quand on compte les routes nationales. En fait, non, pas du tout. Voilà, ça aurait pu être ça. Alors personne n'est d'accord sur le compte, mais il y en a entre 350 et 360. Voilà, selon les sources qu'on va chercher, on a ça. Et donc là, on va vous parler du GR 736. Je vous passe la parole. Josiane, c'est vous qui commencez. Oui, donc voilà, tout le monde m'entend, c'est très bien. Donc certains connaissent déjà ce sentier, Gorges et Vallée du Tarn, puisqu'il existait depuis les années 80. Il y a même eu l'édition d'un guide cheminant en 95, pour ceux qui s'en rappellent. Et après, peut-être il est un peu tombé dans l'oubli, et finalement, ce sont les collectivités locales, sous la houlette du parc naturel régional des Grands Causses, qui ont relancé la dynamique sur cet itinéraire. Donc ce GR, vous le voyez, qu'est-ce que je fais? Je recule, voilà. Donc comme vous le voyez, il part de Villefort et il longe le Tarn jusqu'à Albi. Il traverse les départements de la Lozère, de l'Aveyron et du Tarn sur une quinzaine d'étapes. Donc ce sont vraiment 294 km d'itinérance multipratique entre paysages exceptionnels que je vais citer bientôt et hauts lieux touristiques. Donc le randonneur itinérant pourra découvrir à pied, en vélo, à cheval, en canoë, en barque, donc les paysages et le patrimoine remarquable du Mont Lozère, des gorges du Tarn, des Cévennes, des Grands Causses, du viaduc de Millau et de la vallée du Tarn. Je regarde parce que je ne veux oublier personne. Des gorges des Raspes et de la cité d'Albi. Donc la beauté des paysages et du patrimoine est reconnue par de nombreuses reconnaissances et labels qu'on connaît tous. Je les cite quand même. Donc on compte quand même 2 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le parc national des Cévennes, le parc naturel régional des Grands Causses, le grand site de France en projet Gorges du Tarn de la Jonte et des Causses, et 4 grands sites Occitanie pour le moins. Donc ce sentier par ailleurs traverse plusieurs villages au patrimoine remarquable. On compte 3 plus beaux villages de France, Saint-Énimie, Peyre et Brousse-le-Château. 3 petites cités de caractère, La Malène, Peyrelot et Ambialé. Et les valeurs de l'agro-pastoralisme sont vraiment omniprésentes sur l'ensemble du territoire et valorisées justement par son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc quelques images là, on y arrive, pour illustrer un peu mes propos quant à la beauté de nos paysages et de nos territoires. Donc là, en amont de l'itinéraire, donc le Mont Lozère, on aperçoit donc le site des sources du Tarn, ensuite le lac de Villefort, un paysage typique du Mont Lozère granitique. Ensuite, on arrive sur le pont de Montvert. Vous voyez ensuite la montagne du Bougès avec une vue imprenable sur les vallées cévenoles. On arrive ensuite sur Bédouès-Caucurès avec la collégiale, l'église de la collégiale. Le randonneur pourra apprécier ensuite Florac, capitale du parc national des Cévennes. Et ensuite, nous apercevons en dernier, là, ici, Spagnac, et notamment son église romane du XIIe siècle qui est renommée. Je passe maintenant la parole donc à Alexandre pour présenter le volet Gorges du Tarn et ensuite Frédéric sur la vallée du Tarn.
Donc, bonjour à tous. Oui, alors pour la partie des gorges du Tarn, que vous connaissez certainement un peu plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en sont issues. Donc, de Florac, après, on bascule sur Ispagnac. Ispagnac, après Quézac. Donc là, Quézac, on va rentrer dans le site classé des gorges du Tarn et de la Jonte. On va emprunter, donc, on appelait ça le linéaire ou linéaire rive gauche des gorges du Tarn, donc une grande partie à monotrace avec un faible dénivelé, où on va traverser donc successivement Montbrun, Castelbouc, pour arriver après à Saint-Inimy, comme disait Josiane, plus beau village de France, un des plus beaux villages de France. Ensuite, on va descendre Saint-Chily-du-Tarn, Haute-Rive, pour arriver à la Malène, petite cité de caractère. On enchaîne ensuite donc, sur les vignes, le rosier. Là, le rosier, on bascule sur Peyrelot. Peyrelot, donc on continue la vallée. On remonte après un peu sur le Causse Noir, au niveau de Caylus. Caylus, on redescend à la Cresse. Donc la Cresse, après on bascule sur le Causse, sur le flanc du Causse Sauveterre, où on redescend Compeyre. Compeyre, ensuite on va à Guessac, et on arrive donc à la cité du Gant, donc Millau, où là je laisserai la parole à Fred qui présentera plus Millau que moi. Alors effectivement, on poursuit, mais Millau a été présenté par Alex, capitale du Gant, capitale des sports de pleine nature, donc première grande ville traversée donc, par ce GR pour profiter de toute son attractivité. Sur les photos, on aperçoit au fond le viaduc qui reste un des sites emblématiques de l'itinérance. Et ensuite, on va poursuivre. On poursuit vers les Raspes, gorge des Raspes. On va changer de paysage, de roche. On va revenir dans le granit, dans le schiste. Là, on voit la nature sauvage qui finit directement dans une rivière verte, large. On va rencontrer, on est dans un milieu sauvage, mais également qui a été équipé, puisqu'on a des stations hydroélectriques qui permettent d'avoir aussi des retenues d'eau. Donc derrière, paradis des pêcheurs, des activités aquatiques, de la contemplation également. On prend le temps sur l'itinéraire. On passe également à proximité, Josiane en a parlé, de Brousse-le-Château, donc plus beau village de France, avec ses remparts médiévaux. On poursuit la descente, et là on va arriver autour des sources thermales de Trépasse, puis derrière on aura des sites exceptionnels comme le Saut du Sabot, une cascade naturelle de 20 mètres. Derrière, le méandre d'Ambialé, connu par tous. Et puis voilà, cette vallée ensuite qui s'ouvre avec des paysages ensuite cultivés, avec différentes sortes d'agriculture. Et tout ça pour rejoindre tranquillement la cité épiscopale d'Albi, donc deuxième grande ville traversée, qui sera soit la fin, soit le début, ça à vous de choisir de cette itinérance, et même peut-être départ d'autres itinérances, puisqu'on croisera le GR 36, on a évoqué tout à l'heure. Si vous voulez remonter sur la Manche, c'est possible. Voilà. Bien, merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation. On va passer la parole à Sandrine. On se demande ce qu'on fait ici quand on voit tous les paysages que vous avez vus. Ça fait mal quand même. Et on est d'accord, on a ce GR qui est donc praticable, aménagé, équipé sur ces 300 km depuis le Mont Lozère jusqu'à Albi. Praticable, faisable. Ok. Sandrine. À toi, Sandrine, je t'en prie. Bonjour à tous. Donc, Sandrine Charnet, moi je suis chargée du tourisme au Parc des Grands Causses depuis 2010. Et donc, en 2012, on s'est emparé de la rando de manière touristique, on va dire. Et on a élaboré un schéma directeur pour guider notre action. Comme l'a dit Josiane tout à l'heure, et Jean-François Dumal, il existait effectivement un sentier le long du Tarn qui avait été promu par les guides Chamina. Donc on l'a toujours sur notre bibliothèque.
Et on a fait le lien avec ce projet dans le cadre d'une initiative, je rappelle la préhistoire de ce projet, dans le cadre d'une initiative des Raspes du Tarn, chez nous en tout cas, qui souhaitaient lancer une itinérance. Et donc, accompagné à l'époque par le cabinet Trace TPI, notre réflexion a poussé l'objectif vers la relance du GR, d'une itinérance le long du Tarn. On ne savait pas encore que ça allait être un GR. En même temps, on travaillait beaucoup avec les parcs naturels du Massif central représentés par l'IPAMAC ici, sur les itinérances. En lien fortement avec la politique de Massif, je pense que c'est important de le rappeler ici, dont un des axes est l'accompagnement des itinérances emblématiques. Donc, progressivement, on est arrivé à faire inscrire ce projet dans la politique de Massif, ce qui est une donnée très importante, puisque l'ensemble des actions qui sont menées jusqu'à aujourd'hui sont financées à hauteur de 80% par la politique de Massif central. Donc c'est très fort. Ce financement, c'est une répartition entre des crédits européens, le FEDER, pour ceux qui connaissent, la région Occitanie et les 3 départements qui sont traversés, c'est-à-dire la Lozère, l'Aveyron et le Tarn. Et donc on peut remercier nos partenaires financiers de nous avoir cru depuis le début et d'avoir eu confiance au projet. Donc aujourd'hui, moi je suis ravie de voir ce type d'organisation délocalisée avec les acteurs du tourisme. Alors à l'époque, effectivement, on avait organisé ce genre de rencontre. Il y a des gens dans la salle qui ont participé dès l'origine à la genèse de ce projet. Je vois Sylvain Riols, Frédéric de Languedoc Nature et d'autres sûrement, le Parc national des Cévennes. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail de collaboration. Et avec les départements, les comités départementaux, tu peux passer là. Voilà, et donc c'est vraiment un projet qui est co-construit avec l'ensemble des partenaires que je cite là, les départements, les collectivités locales, communautés de communes, je crois qu'il y en a 9 en tout, 11 maîtres d'ouvrage sur l'opération, presque 1 million d'euros d'investissement. Donc c'est porté par la collectivité, les collectivités, le parc, et des financements, encore une fois, qui proviennent du Massif central. Donc c'est un projet qui avance bien. Donc comme l'a dit Jean-François Dumas, aujourd'hui le balisage est terminé. Pardon ? Le balisage est terminé, la signalétique est quasi posée de partout. Il y a eu beaucoup de travaux effectués, notamment en Lozère. Voilà, et un certain nombre d'actions de promotion démarrent. Et nous aurons le plaisir de voir apparaître le topo guide normalement autour du 21 mars 2023. Et s'en suivront d'autres actions de promotion à la fois portées par le parc et en même temps par les offices de tourisme, ADT et CRT. Voilà, donc on a une organisation qui est à plusieurs niveaux. Donc effectivement, on est chef de file, on a porté le projet, sa candidature et ses financements, enfin, son plan de financement. Il y a évidemment un comité de pilotage, un comité d'itinéraire, c'est assez classique, et un comité technique qui suit la mise en œuvre des actions, qui les choisit, qui les met en œuvre. Voilà. Et en parallèle, est en train de se mettre en place ce qu'on a appelé le club tourisme, et c'est en cela qu'on est quelque part innovant, puisque les offices de tourisme se sont saisis de ce projet et souhaitent vraiment l'animer, mettre en place des actions coordonnées, travailler avec les socioprofessionnels sur la qualification et travailler collectivement. Donc c'est très important et même déterminant que les acteurs locaux s'emparent du projet pour le faire vivre avec les entreprises. Voilà, j'en dirai pas plus et bon séminaire. Malheureusement, je ne pourrai pas rester, donc à midi, je m'en vais et à bientôt pour la suite.
Donc oui, je vais enchaîner sur le programme d'action qui a été porté à la fois par le comité d'itinéraire et par le club tourisme et qui vise essentiellement au départ à créer le mythe autour de l'itinéraire. Pourquoi un randonneur préférera emprunter le GR 736 plutôt qu'un autre? Et donc cette indispensable nécessité d'apporter cette visibilité, cette renommée à l'itinéraire. Après, il faudra forcément aussi proposer des produits touristiques qui répondent aux attentes de la clientèle et des randonneurs itinérants et s'assurer aussi d'observer comme il se doit les retombées aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs. Donc en premier lieu, ce qui a été réalisé, c'était la première étape indispensable, c'était sécuriser et rendre praticable l'itinéraire. Ce sont les collectivités locales, les communautés de communes, les communes, qui ont entrepris des travaux de sécurisation, d'aménagement, la signalétique, le balisage, comme le disait Sandrine, des postes d'équipement aussi spécifiques, par exemple des stations de lavage pour les VTT, des toilettes sèches, les éco-compteurs. Donc tout ça est quasiment terminé sur l'ensemble de l'itinéraire. Pour information, sur notre communauté de communes, il y a quand même eu 200 000 euros d'investis. On voit sur les photos certains des travaux qui ont été réalisés, notamment le platelage là, entre Haute-Rive et la Malène. Donc ça, c'est quand même une grande étape de franchie. Il faudra bien sûr assurer l'entretien régulier du balisage et de la signalétique. Ensuite est intervenue en parallèle l'homologation du GR en février 2021, si je ne me trompe pas. Et on travaille à la conception à l'heure actuelle de la signalétique identitaire et patrimoniale, notamment par exemple pour le fameux totem devant lequel se prennent souvent les itinérants pour attester qu'ils ont bien fait tel ou tel GR. Donc voilà. Et il y a aussi des tables de pique-nique, des bancs, etc. Voilà. C'était un exemple parmi d'autres. Donc ça, c'était une première étape qui est réalisée. Ensuite, il y en a une autre qui est également indispensable, c'est cette mise en tourisme de l'itinérance multi-activité. Alors là, le rôle, on a tous un rôle à jouer, hein, aussi bien les pros que les offices du tourisme, et pour arriver à fluidifier justement l'organisation et cette mise en réseau entre les pros et pour mettre en place les services adaptés pour satisfaire les demandes des randonneurs. Les transports collectifs dont a parlé le maire du Rosier, le transport des bagages, la location de matériel, la malle postale, tous ces services comme la conciergerie, à mettre en place aussi une plateforme d'information et de réservation. Voilà, il faut que tous ces services, déjà on a commencé à y travailler, la malle postale œuvre déjà sur le territoire. Voilà, mais en tout cas on sait qu'on doit tous se mettre au travail pour arriver à satisfaire les besoins de ces itinérants. Ensuite, il y a l'importance du triptyque de l'offre, communication et commercialisation. Donc, je vais être rapide parce qu'en effet, on en a un peu parlé. Mais donc, il y a déjà ce qui a été fait. On a travaillé sur la conception du logo et de la charte signalétique. Un reportage photo 4 saisons a été réalisé aussi en 2022. Une production aussi de vidéos de promotion. Comme on le disait, on a un topo guide dédié qui est en cours d'élaboration, qui devrait sortir au mois de mars. La réalisation, bien sûr, d'un site internet. Et on va se retrouver la plupart des offices du tourisme présents sur l'itinéraire, donc les 9 offices du tourisme, si je ne me trompe pas, lors du salon de la randonnée à Lyon, il y aura un stand de GR 736. Donc là, vous voyez un peu quelques images sur la charte graphique qui a été travaillée, où vous aviez sur chaque slide déjà le logo. Et puis le quatrième axe, qui est essentiel aussi, c'est observer les retombées aussi bien quantitatives pour connaître la fréquentation, mais également qualitatives, les avis des randonneurs, en mettant en place des outils de reporting avec les prestataires, analyser notre site web pour pouvoir ajuster aussi notre politique en fonction des résultats qu'on aura eu sur ces suivis, cet observatoire finalement
du GR 736. Donc maintenant c'est Alex qui va nous parler de la multipratique. Alors, une des caractéristiques qui a été identifiée au départ sur le GR 736, on en rappelle un sentier d'opportunité, et c'était donc lié à la multipratique ou multimodale. Important, c'est vraiment un axe stratégique de ce GR 736. Alors pourquoi la multipratique? C'est un positionnement qui est dans l'air du temps, qui est porteur en termes d'image et qui permet d'optimiser les retombées économiques. Un produit différenciant, et surtout c'est qu'il va toucher un segment de clientèle beaucoup plus jeune, donc la clientèle traditionnelle des GR. Donc c'est ce segment qui nous intéresse en ce moment, alors particulièrement dans nos projets de développement touristique, où on essaye de plus en plus de toucher cette clientèle qui sera aussi la clientèle de demain. Donc important pour ça. Ce potentiel, il ne tombe pas du ciel non plus, hein, il a été démontré dans le cadre d'une étude de faisabilité par la mise en œuvre d'itinéraires multimodales dans le Massif central, et c'était une maîtrise d'ouvrage IPAMAC par le bureau d'études KIPIC, donc qui a identifié vraiment cette opportunité de la multipratique. Après, on a une topographie qui est adaptée à la pratique d'activités de pleine nature. On a la chance d'avoir ça. Mettons le GR20 en Corse, et peut-être, quoique, peut-être un peu plus compliqué pour la multipratique. Mais nous, c'est vrai que la topographie s'y prête. Et en plus, on a un plus, c'est qu'on a une rivière qui est navigable, pas sur toute la partie, mais en tout cas sur une bonne partie du sentier, elle est navigable et il y a des opportunités. On le disait tout à l'heure également sur les ailes de saison, intéressant pour notre territoire. Hein. C'est là où il faut travailler, parce que c'est vrai qu'on travaille quand même plutôt bien sur la saison, même si elle se raccourcit de plus en plus. Il faudrait définir encore les ailes de saison. Hein. C'est quoi une aile de saison? Est-ce que c'est vraiment printemps-automne, ou est-ce qu'on l'attaque, est-ce que c'est jusqu'à partir du 15 juillet? Donc ça, c'est un débat. Après, ce qui est hyper important, c'est la possibilité de positionnement sur des produits tronçons. C'est là où vraiment la multi-activité, la multipratique est intéressante. Peut-être pas sur la globalité de l'itinéraire, parce qu'on imagine mal quelqu'un partir en faisant une partie en trail, enchaîner en VTT, etc., parce que c'est assez compliqué. Mais par contre, de se positionner sur des produits tronçons, avec cette idée aussi de l'éco-citoyenneté qui est dans l'air du temps, avec, on prend un exemple, faire une descente en canoë, remonter à pied ou prendre une navette. Donc on pourrait imaginer également des produits court séjour itinérance avec un jour en dos, couplé avec des canoës, barques, remonter avec un moyen éco-citoyen. Donc il y a tout ça à travailler, et on y travaille en tout cas, et on y réfléchit. Mise en tourisme de l'itinérance, donc on n'y reviendra pas par rapport à la slide précédente que Josiane a abordée, mais il y avait également donc de développer les services dans les communes, ça c'est important, stations de gonflage, les consignes à vélo, etc., pour amener du confort pour la pratique multi-activité, parce que s'il y a une pratique multi-activité, il faut que derrière il y ait service. Et sur les pratiques VTT, canoë, barque, trail, paddle, âne, cheval, etc., avec le seul point de vigilance, ça sera le conflit d'usage. Donc vraiment, ça c'est un point sur lequel il faudra qu'on soit vigilant, parce que le conflit d'usage, vraiment, entre randonneurs et activité, il faudra être très très vigilant sur les pratiques sur tel type de tronçon. Voilà. Donc là, je passe donc les photos pour illustrer sur les types d'activités qui pourraient être pratiquées sur ce GR 736. Voilà, après on peut enchaîner avec Fred. Alors, l'événementiel, l'intitulé du colloque aujourd'hui, c'est les sentiers d'opportunité. C'est un exemple. L'événementiel, c'est un levier d'attractivité et de développement économique sur notre territoire, qu'il soit lié au sport nature ou aux mobilités douces. Alors aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre d'événements et de grands événements sur notre territoire qui utilisent l'itinéraire en partie ou par tronçon ou sur la rivière directement. Voilà, il y en a quelques-uns de cités à l'écran, comme le Festival des Templiers, la Tarn Water Race, le Tarn Trail Valley, où vous aurez le témoignage tout à l'heure. Donc il y a ces grands événements qui peuvent mettre en lumière et communiquer sur notre itinérance, et c'est une réelle chance. Ensuite, on a aussi d'autres événements
qui sont pas directement le long de l'itinéraire ou qui empruntent l'itinéraire, mais qui vont l'utiliser ponctuellement et à travers la communication, la promotion, vont aussi pouvoir le mettre en avant. Et ça, alors la liste est loin d'être exhaustive, mais on a aujourd'hui des événements tout au long du sentier et toute l'année quelque part de Villefort jusqu'à Albi. Donc nous aussi, collectivité, en travaillant sur cet équipement, cette qualification, on souhaite aussi pouvoir mettre à disposition un outil aux organisateurs d'événements pour développer l'itinérance. Très bien, merci beaucoup à tous les quatre pour cette présentation. Ce n'est pas tout de faire naître un GR, mais en fait, moi j'ai testé un petit peu, il faut le faire connaître en fait maintenant. En fait, on ne se rend pas compte de tout le travail et de tout ce que ça demande, la création d'un GR et tout ce qu'il va falloir faire. Alors, juste un point, Sandrine Charnet, tu as évoqué le côté un petit peu novateur d'aller vers le monde du tourisme, d'associer très fortement. Alors, je vais vous faire la synthèse d'un événement auquel pas mal d'entre vous ont participé et que j'ai la chance d'animer, qui a été justement, concrètement, c'est une différence souvent entre les discours et ce qui est écrit sur les slides et ce qui se passe concrètement sur le terrain. Donc, aller vers le monde du tourisme. Là, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des forums d'idées qui ont été animés sur plusieurs lieux que vous voyez à l'écran et sur plusieurs thèmes que vous voyez à l'écran. Les forums d'idées, c'est donc d'aller vers les gens du territoire, les professionnels du tourisme et toute personne qui habite sur ce territoire et de faire remonter de leur part des idées. Alors, je vous garde avec moi sur scène, parce que peut-être vous pourrez réagir sur certaines des idées qui sont remontées. Ce que je vais vous présenter là rapidement, c'est la synthèse un petit peu de ce qui s'est dit et de ce qui remonte du terrain. Donc, mettez-vous dans la disposition psychologique là, de vous dire ce que vous allez voir à l'écran. Ce n'est pas un consultant comme moi qui l'a écrit, c'est pas ça, c'est ce qui remonte du terrain comme idée très concrète quand on pose des questions autour de c'est quoi répondre aux clientèles, il faudrait faire quoi? C'est quoi faire la promotion, il faudrait faire quoi? C'est quoi l'éco-responsabilité, il faudrait faire quoi concrètement? Moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire sur notre territoire. Je vais vous présenter cette synthèse-là. Alors, il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup d'événements. Je ne vais pas toutes vous les passer une par une, les idées, parce que quand vous avez 160 personnes qui cogitent plusieurs fois, à la sortie, ça fait beaucoup d'idées. Je vous ai fait des petites synthèses sous forme comme ça d'étoiles. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais il y a eu une première approche qui est remontée du terrain au niveau de, pour répondre aux clientèles, il faudrait faire quoi? On est hôtelier, on est office de tourisme, on est camping, on est commerçant, on est restaurateur, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, beaucoup de choses qui sont remontées. Alors, vous voyez, il y a des points qui sont des points de détail, on pourrait se dire, mais chaque détail compte. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit moi je pense que développer des bornes de solutions de recharge électrique chez les professionnels du tourisme, c'est une idée. Oui, c'est une idée. Mais globalement, ce qui sort, c'est quoi? C'est un réseau. En fait, c'est ce que moi j'ai ressenti en analysant tout ce qui est remonté du terrain, une volonté du territoire et des professionnels du territoire, non pas de créer un label, forcément, où on a ressenti pourquoi faire un label encore et encore un label et un autre label, mais par contre de créer un réseau entre professionnels qui se retrouveraient autour d'engagements forts par rapport à ce GR 736. En gros, si je suis un professionnel identifié GR 736, je m'engage finalement. Je m'engage à des choses qui peuvent être ce que vous voyez un petit peu à gauche. Par exemple, une chose qui est revenue beaucoup, c'est ça par exemple, la notion de Salorsac. Vous voyez la petite souris qui se déplace sur l'écran? Oui, comme ça vous me suivez en même temps. L'idée de Salorsac, c'est revenu très souvent et c'est une demande très très forte des itinérants. Oui, il faut que je puisse me mettre à l'abri parce qu'il pleut, parce qu'il se passe quelque chose, etc. C'est pas évident, mais un camping peut très bien créer une Salorsac. À peu près un restaurateur peut faire peut-être une Salorsac, etc., etc. Donc retenez une chose là, c'est cette notion qui est remontée du territoire de dire aidez-nous peut-être à structurer un réseau des professionnels qui sont engagés sur l'itinérance. Et puis on a eu ces zones aussi qui sont remontées là. Mais vous en avez cité d'ailleurs quelques-unes, vous qui sont déjà dans vos têtes et dans vos projets, donc c'est assez rassurant, on pourrait se dire, quelque part, sur la spécificité multipratique, où quand on a regardé ce que vous remontiez du territoire sur la multipratique, vous avez ça qui remonte. Oui, il faut absolument trouver des solutions
de nettoyage, de réparation, de portage des bagages, de navettes, etc. De consignes sécurisées, qui sont le point qui est revenu souvent, consignes sécurisées. Hein. Laisser la possibilité aux gens de pouvoir mettre leur vélo en sécurité ou leur sac à dos en sécurité, etc., pour pouvoir aller visiter quelque chose, pour pouvoir faire une animation, etc. Et donc augmenter les retombées économiques sur le territoire. Donc ça, un premier point là-dessus. Un deuxième point qui est sorti très fortement dans qu'est-ce qu'on peut imaginer pour répondre aux attentes de ces clientèles en itinérance. Donc mettez-vous toujours à la place de quelqu'un qui est en itinérance sur ce 736, là, il marche depuis 2 jours, ou il fait du vélo, etc. Il a besoin de quoi? Il faudrait qu'il trouve quoi? Ça, c'est quelque chose qui est revenu très souvent dans les forums d'idées. Il y a une spécificité avec le 736 par rapport à beaucoup d'autres GR, c'est que ce GR, il traverse très souvent des villages, ils traversent très souvent des lieux de vie. Vous avez beaucoup de GR qui sont des GR totalement naturels, on va dire, dans l'esprit, vous pouvez faire à des dizaines et des dizaines de kilomètres sans croiser un bled, là pas du tout. Et il y a eu cette idée qui est ressortie de plusieurs manières, mais qui aboutit quelque part à quoi? À dire, il y a certainement un intérêt très fort à créer des pôles publics, des pôles, alors, de jour, hein, pas des choses qui proposent de la nuitée, mais des choses qui, à la journée, offrent ou proposent aux itinérants un endroit où ils peuvent peut-être, eux, se mettre à l'abri, mais on retrouve du coup, mettre à l'abri leurs équipements, mettre peut-être à l'abri leur vélo, trouver un endroit où ils peuvent jeter leurs déchets qu'ils ont collectés parce qu'ils marchent depuis le matin peut-être, hein, avoir un accès à l'eau potable, hein, c'est un point qui est revenu souvent, l'accès à l'eau potable. Lorsqu'on traite le tourisme itinérant, l'accès à l'eau potable, c'est fondamental, hein, boire quand on marche ou quand on fait du vélo, c'est fondamental. Or, il y a beaucoup d'accès à l'eau potable, notamment public, qui n'est plus autorisé, pas possible, etc. Je ne suis pas en train de vous dire il faut faire ça, hein, je suis en train de vous dire voilà ce qui remonte du territoire. On a eu des exemples qui ont été donnés sur l'accès à l'eau potable, par exemple, de pays du nord de l'Europe, où l'accès à l'eau potable, c'est 365 jours par an, alors qu'il fait des fois moins de 30, hein, il y a des solutions, il y a plein de systèmes qui permettent de donner un accès à l'eau potable. Donc cette idée qui est revenue souvent, concentrer des services de base en un lieu unique, plutôt public, pour les itinérants et accessible un petit peu tout le temps. C'est pôle de services locaux. Un autre point qui est revenu aussi très souvent, c'est ça, c'est la notion de centralisation et de simplification d'accès à l'information. Là, beaucoup de choses à inventer. Alors, dans ce qui est déjà vous l'avez compris, sur le chantier, je dirais, vous avez le topo guide, vous avez annoncé la sortie, je crois, le printemps prochain. J'ai entendu également un site web qui est en chantier. Donc, vous voyez, ce sont des idées qui sont aussi sur le terrain. Mais ce qu'on a beaucoup ressenti sur le terrain, c'est la quasi-obligation d'aller vers des systèmes de diffusion de l'information qui soient énormément dans la rapidité, dans la mise à jour rapide, dans l'information qui va très vite, parce que quelqu'un qui est en itinérance, il a parfois besoin d'avoir très très vite de l'information parce qu'il est en train de changer son itinéraire, parce qu'il se met à pleuvoir, ou parce qu'il a un problème, ou parce qu'il est fatigué, ou parce qu'il est obligé de. Donc il faut qu'instantanément il trouve un hébergement, il peut trouver un endroit où se reposer, ou aller trouver de l'eau, etc. Et comment il fait pour trouver cette information-là? C'est rendre l'accès à cette information très, très aisé, avec cette idée de centralisation de l'information. Un autre point qui est revenu toujours sur cette notion de comment on peut faire que sur notre territoire, les gens soient satisfaits de leur pratique de l'itinérance. Il y a eu cette notion de sécurisation. C'est revenu beaucoup dans les forums d'échange, d'apporter de la sécurité aux gens lorsqu'ils font leur itinérance. Alors là, vous avez plusieurs notions. Vous avez par exemple aménagé des débarcadères sécurisés. Parce qu'on est sur un territoire où le GR donne un accès à l'eau, donc c'est revenu assez souvent. Mais je vous ai mis des petites étoiles à chaque fois sur les choses qui sont revenues beaucoup. Hein. Les navettes, ça a été dit, je crois que c'est M. Curbeli, vous en avez parlé. Et clairement, sur le terrain, on ressent ça, on ressent cette importance de mettre en place ou d'optimiser ce qui se fait déjà au niveau des navettes. On a aussi, qui est ressorti pas mal sur l'utilisation des vélos notamment, l'amélioration de l'information routière, avec l'idée que forcément un itinérant qui est sur le GR en vélo, à d'autres moments, il va être sur la route, il va traverser des villages, il va faire des choses comme ça. Et un gros effort sans doute à faire au niveau de la signalisation routière pour sécuriser les vélos, plein de dispositifs possibles pour sécuriser les vélos. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup, ça. Hein. Sécurisons et rassurons les pratiquants qui font de l'itinérance sur notre territoire. Un dernier point sur le niveau des services et des équipements, c'est un point qui a mobilisé beaucoup de réflexions et de remontées du terrain, c'est le bivouac. Le bivouac,
clairement, la remontée du terrain, c'est le bivouac. Il y a du bivouac, il y en aura sans doute de plus en plus, que ce soit autorisé, pas autorisé. Les gens, ils le savent pas, ils le savent à peu près. Donc, ils font du bivouac. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Vous avez ici les deux grandes idées qui remontent du terrain par rapport au bivouac. Et on aura cet après-midi une intervention spécifique là-dessus. La première chose, c'est créer des alternatives au bivouac sauvage. C'est de dire, nous on pense que de toute façon il y en aura. Alors est-ce qu'on ne peut pas réfléchir intelligemment en créant des alternatives au bivouac sauvage? Créer des alternatives au bivouac sauvage, c'est réfléchir à qu'est-ce qu'on peut aménager sur le territoire pour que des gens puissent faire du bivouac ou du pseudo-bivouac, parce que la notion de bivouac, elle est très vaste, hein. Il y a des gens pour qui faire du bivouac, c'est dormir dans une tente, mais avec une douche pas loin, etc. Il y a des gens pour qui faire du bivouac, c'est faire du feu soi-même, etc. C'est très large. Mais il y a plein d'idées qui sont sorties, vous voyez, réfléchissant, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir des zones dédiées dans les campings? Pourquoi un camping ne pourrait pas, sur ses terrains de camping, son terrain de camping, dédier des zones qu'il dédie complètement à la pratique du bivouac? Mais il y a eu des idées aussi, vous voyez, sur des terrains communaux, beaucoup de terrains communaux qui ne sont pas utilisés à certaines périodes et sur lesquels on pourrait tout simplement accueillir des gens en bivouac. Donc cette logique de créer des alternatives au bivouac. Et puis, par rapport au bivouac, un autre point qui est revenu aussi, c'est l'information et peut-être le contrôle. L'information, c'est une carence très forte, à la fois qui remonte du terrain, là, ce que je vous disais, c'est vous qui l'avez dit, si je reconnais des têtes là, qui ont participé à ça. Informer les gens, mais pas que les pratiquants, informer aussi les locaux, informer aussi les professionnels du tourisme. Il y a encore énormément de méconnaissance de ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, selon où on est, etc. etc. Donc, c'est sans doute beaucoup de travail à faire là-dessus. Le contrôle aussi qui a été évoqué, vu que ça se fait sur d'autres territoires, vous le voyez ici, avec c'est pas tout d'inciter, c'est pas tout d'expliquer. Peut-être qu'à des moments donnés, sur des sites particulièrement sensibles, il faut mettre en place, alors il y a eu le terme de brigade verte qui a été employé lors des forums, mais peut-être mettre en place des systèmes sur le terrain pour aller vers les gens et leur expliquer que ce qu'ils sont en train de faire, ça peut être très dangereux, mais ils ne le savent pas forcément. Donc d'avoir cette double approche à la fois d'information et éventuellement de contrôle. Donc ça, c'est tout ce qui est remonté par rapport à tout ce qu'on peut imaginer comme service, aménagement sur le territoire. Ensuite, un gros point vous voyez, cette slide est très riche, hein, beaucoup de choses, sur l'éco-responsabilité. L'éco-responsabilité, ce qui remonte du terrain, c'est bien sympa de dire il faut être éco-responsable, mais ce qui est encore mieux, c'est de l'être très concrètement dans les faits, et dans les actes concrets sur le territoire et dans nos entreprises. Alors, deux choses qui sont remontées, beaucoup d'idées par rapport aux déchets. Et c'est quelque chose qui avait l'air pas d'omnubiler, mais ça revenait très souvent là-dessus dans les forums. C'est l'itinérance, c'est potentiellement beaucoup de gens, des milliers de gens. Et si tous se mettent à jeter des trucs, à avoir des bouteilles en plastique, des trucs comme ça, on a un effet de démultiplication et de multiplication de production de déchets. Donc, avoir absolument une réflexion au niveau du traitement des déchets, avec, vous voyez, des idées assez, parfois, celle-là là, que vous voyez en bas avec la petite étoile, c'est de dire, si on veut avoir une image éco-responsable, il faut peut-être qu'on dise, par exemple, tous les professionnels qui sont dans le réseau là, des professionnels engagés, ils ne vendent plus de bouteilles en plastique. Et voilà le genre d'engagement ou d'options qui ont été proposées par les professionnels pour avoir quelque chose qui passe du discours aux actes de l'éco-responsabilité. Et puis vous voyez d'autres points sur le tri sélectif, etc., etc. Donc très concrètement, vous voyez des idées aussi comme permettre aux professionnels du territoire de s'équiper à un produit pour eux, pour gérer leur gîte, leur restaurant, des produits qui soient éco-responsables, d'avoir des matériels pour donner aux itinérants ou pour vendre aux itinérants du matériel de pique-nique éco-responsable, pour avoir des sacs poubelles qui soient adaptés à la collecte soi-même de ces déchets, etc. Avec peut-être l'idée d'avoir une centrale d'achat derrière, au niveau du territoire, pour permettre à tous ces professionnels d'acheter de manière cohérente ce genre de produits-là. Enfin voilà, toutes ces idées-là qui sont sorties, qui étaient intéressantes. Et puis, un autre point sur l'éco-responsabilité, c'était pendant l'itinérance, donc de réfléchir à, non pas quand un itinérant il est dans un restaurant, dans un commerce ou dans un gîte, mais lorsqu'il est en train de pratiquer l'itinérance, lorsqu'il est en train de marcher, lorsqu'il est en train de faire du vélo, c'est quoi d'avoir concrètement pour lui qu'il ait un comportement éco-responsable.
Alors là, très concrètement, on retrouve les navettes, par exemple, on retrouve de développer des systèmes de covoiturage dédiés aux itinérants, avec peut-être des stations de covoiturage pour les itinérants sur le territoire, etc. etc. Vous les voyez, je n'ai pas le temps de tout développer, mais vous les lisez en même temps que moi. Puis il y a eu un truc intéressant qui a été dit lors des forums, je l'ai mis ici avec la petite étoile, c'est d'aménager des dispositifs autonomes de recharge électrique. C'est-à-dire, par exemple, de trouver sur le GR736 des points où, pour recharger son téléphone ou pour recharger des choses, eh bien, on a à disposition des dispositifs de recharge qui peuvent être, j'ai mis des faux vélos, par exemple. Mais le principe du faux vélo, hein, c'est que tu veux recharger ton téléphone, ben, tu te mets sur le truc, tu pédales, et pendant ce temps, tu charges ton téléphone. Mais on peut aussi faire travailler l'eau du Tarn pour faire de l'électricité, on peut faire travailler de l'énergie éolienne, etc. Donc ça, c'est des idées qui sont remontées du territoire par rapport à cette notion d'éco-responsabilité. Et au niveau de l'éco-responsabilité, qui a concentré énormément d'idées, et donc pour moi, si ça concentre beaucoup d'idées, ça veut dire que c'est un thème qui est très prégnant chez vous. Ça veut dire que c'est important. Il y en a, d'ailleurs, dans les discours liminaires, vous avez vu, il y a cette notion de dire ce GR, il peut avoir cette teinte-là. Il y a eu beaucoup de choses au niveau de l'information en continu sur ce qu'on appelle les éco-gestes, partant du principe que énormément d'itinérants qui feront ce 736 seront très souvent des urbains qui n'ont pas forcément les réflexes et les codes de ce qu'est un geste vertueux lorsqu'il est dans la nature, parce qu'il ne le sait pas forcément. Et donc beaucoup de choses sur l'information des itinérants sur les éco-gestes, avec cette notion de créer une mascotte et que cette mascotte parle aux gens et que cette mascotte, on puisse la retrouver sur tous les supports, sur tous les territoires où que je me situe. Et au niveau de l'information, vous voyez, on retrouve des notions comme le site web qui est prévu, dont on a parlé précédemment. Il va y avoir un site web dédié à ce GR736, mais pourquoi pas sur ce site web, dès le site web, donc dès le moment où les gens se renseignent, qui est une partie vraiment très fortement développée sur les éco-gestes, mais également des animations à créer spécialement, la notion de podcast qui a été souvent évoquée aussi, la notion de podcast, donc des gens qui sont, lors de leur itinérance, ils puissent, parce qu'ils ont souvent leur smartphone, ils écoutent souvent des choses, qu'ils aient des podcasts qui leur expliquent où ils sont, qu'est-ce qu'il faut faire à cet endroit-là, ce à quoi il faut faire attention, etc. Donc beaucoup de choses au niveau de l'information très pratique sur les gens pour les éco-gestes. Et puis une autre notion qui est ressortie beaucoup, qui est remontée du territoire, c'est de dire si on veut gagner cette image d'éco-responsabilité avec ce GR, il y a aussi beaucoup de travail à faire sur les locaux, avec les locaux. Il faut impliquer énormément les locaux, à la fois sur eux-mêmes qu'ils aient des éco-gestes, et puis qu'ils soient quelque part un petit peu exemplaires par rapport aux gens qui sont sur le territoire. Donc là aussi, pas mal d'idées qui sont ressorties, je dirais sur deux en particulier. Celle-là, là, les écoles. Les écoles, c'est revenu souvent dans les forums d'idées que vous avez fait remonter. De dire, mais très certainement que les écoles et les collèges de notre territoire, ils ne savent même pas qu'il y a un GR. Ils ne savent même pas. Donc, pourquoi ne pas mener avec eux des actions et d'orienter ces actions-là justement sur la notion d'éco-responsabilité, avec l'idée que tout part des enfants, quelque part, quand on veut faire passer ce genre de message. Et les pompiers aussi, ça a été évoqué lors de quelques forums de dire mais les pompiers, ils font des manœuvres, c'est dans leur métier, c'est dans leurs obligations, ils font des manœuvres plusieurs fois dans l'année. Est-ce qu'on ne peut pas voir avec les pompiers si à certains moments on ne peut pas organiser des manœuvres un petit peu spécifiques, à des endroits spécifiques, où on peut inviter les locaux à venir voir, mais on peut aussi inviter les touristes à venir voir, pour qu'ils prennent conscience du pourquoi on peut faire certaines choses et du pourquoi on ne peut pas faire certaines choses. Donc cette notion d'implication du tissu local sur cette thématique-là. Et puis au-delà de l'information, il y a eu quelque chose de très intéressant, j'ai trouvé dans les forums, des idées qui sont remontées des pros, c'est de dire les éco-gestes, il y a un truc qui serait sans doute intéressant au-delà de l'information, c'est l'incitation. L'incitation au-delà de l'information. Ça va être bien sympa de mettre des panneaux, ça va être bien sympa d'expliquer, ça va être bien sympa d'orienter vers du tri sélectif, ça va être bien sympa que si des pompiers veulent faire ça, ok. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient incités à le faire ? Et là, c'est revenu sur des choses, vous voyez, comme développer des jeux, développer des défis pendant l'itinérance. Combien tu as ramassé de pierres, combien tu as remis de pierres sur un mur pendant ton itinérance. Donc des jeux, vous voyez, d'un aspect assez gaming, assez défi personnel, quoi. Il y a cette idée de carnet aussi qui est revenue très souvent, c'est d'ailleurs l'idée qui est revenue le plus souvent, de créer un carnet
de l'itinérant éco-responsable. J'ai un carnet et pendant mon itinérance, j'ai 20 gestes, par exemple, éco-responsables à faire. Et ben, si je les fais, je les coche tous petit à petit, je prends des photos, je peux imaginer tout un tas de principes avec des applications mobiles, on peut tout imaginer derrière, peu importe la forme, je dirais, mais sur le fond, l'idée de dire, je m'engage en tant qu'itinérant à avoir un comportement éco-responsable, je vais rester 3 jours là, j'ai 20 gestes éco-responsables à faire, ben, je vais m'engager à les faire. Et peut-être ça va me faire un détour pour les faire, parce qu'il va falloir trouver ceci, trouver cela, mais ça fait partie de mon cheminement. Intéressant, et puis cette dernière idée aussi qui est sortie par rapport aux déchets notamment, avec une signalétique, vous parliez du développement, Josiane, de la signalétique. La signalétique incitative, par exemple, de dire vous êtes ici sur un lieu où il y a des poubelles, par exemple, donc vous pouvez jeter vos déchets. On vous indique que la prochaine poubelle, elle est à, vous le voyez en haut, 9 km, 8 km, etc. Donc, de la signalétique incitative pour inciter les gens à faire attention, à prendre conscience d'eux, etc. C'était une approche intéressante. Et au niveau du slow tourisme, donc cette notion de ne pas être simplement sur un tunnel de passage avec l'itinérance, c'est le danger du tourisme itinérant. Vous savez qu'on voit beaucoup sur les chemins de Compostelle avec des itinérants qui passent, mais qui ne s'arrêtent pas. Cet enjeu de faire arrêter les gens, de les faire s'imprégner du tissu local, d'avoir des rencontres avec le local, d'aller plus dans les commerces, etc. Il y a eu pas mal d'idées qui sont sorties là-dessus. Alors beaucoup d'idées autour de la signalétique, en fait, de matérialiser, d'orienter les gens vers, de leur faire comprendre qu'ils sont à proximité d'eux, partant du principe que la première des raisons qui fait que quelqu'un ne va pas aller dans un commerce ou ne va pas aller dans un restaurant, alors qu'il est à 200 mètres du restaurant, c'est qu'il ne sait pas qu'il y a un restaurant à 200 mètres, donc beaucoup d'efforts sur de l'information là-dessus. Également, une idée qui est sortie pas mal, c'est de créer des boucles thématiques à partir d'un point spécifique du GR, donc utiliser le GR 736, et vous avez soumis comme idée de dire il y a peut-être des endroits sur le GR 736 qui peuvent être des départs de mini-boucles ou de petites boucles très thématiques sur de la gastronomie, sur de l'artisanat, pour que des gens, en une demi-journée, sortent du GR 736 pour aller dans telle ferme, et puis retournent sur le GR 736 pour pouvoir continuer leur itinérance. Et puis j'ai gardé une idée qui était rigolote, alors, mais qui est pas bête du tout, je trouve. C'est pour l'incitation de la rencontre avec les locaux, cette notion ici. Comment inciter les gens à être en échange avec les locaux. On sait tous ici, parce que la plupart d'entre nous sommes quand même des gens qui connaissent bien le tourisme, que la chose la plus efficace dans le tourisme pour que des gens consomment, fassent quelque chose, c'est que quelqu'un le leur dise. C'est que quelqu'un leur dise « Ah, mais vous venez de là ? Ah, mais vous savez, là, il n'y a pas loin, il y a la ferme, machin, vous devrez y aller parce que vous avez des enfants, ça va être super. » Ça, il n'y a pas mieux pour que quelqu'un fasse la démarche. Mais comment on fait pour que des gens qui sont en itinérance se mêlent au local, rencontrent le local, etc. Il y a pas mal d'idées, vous le voyez là, il y a de faire le travail de la poste aux itinérants, vous l'avez là ici. Alors, je passe chez un commerçant, il me donne un message à poser à un autre commerçant, pourquoi pas. Et puis il y a eu cette idée qui a été rigolote, j'ai trouvé, mais je l'ai gardée. C'est l'idée des blabla-bancs qui a été citée. De dire le 736, oui, il y a un avantage du 736, c'est qu'il traverse beaucoup de villages. Dans ces villages, on a beaucoup de population. On a beaucoup de population qui est retraitée, qui se balade d'ailleurs, qui marche souvent dans le village, autour, etc. On devrait organiser des points à des endroits un peu stratégiques où on met des bancs pour que les gens locaux puissent aller sur ces bancs, s'asseoir. Et ils sont sur le GR et inévitablement, on va donc créer du contact entre des gens qui vont arriver et qui vont retrouver des locaux en train de discuter entre eux. Et peut-être qu'il y en a qui vont discuter avec eux et peut-être que du coup, ils vont faire associer, etc. Donc le blabla, banc, c'est une idée qui est ressortie du territoire là-dessus. Et ensuite, le dernier thème, le dernier point sur lequel il y a eu des idées qui ont été données, c'était un thème qui était un petit peu difficile. C'était si on parle du GR 736, à votre avis, il est surtout adapté à qui ? Il faut parler de quoi ? Il faut dire quoi ? Pour, Josiane, vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui fait la différence du 736 ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi quelqu'un viendrait sur le 736 plutôt qu'ailleurs ? Je vous ai dit en début combien il y a de GR en France. Il y en a 350, 360. Alors pourquoi celui-là ? Alors d'abord sur les cibles, le ressenti du terrain, c'est que ce GR 736, vous avez en haut les cibles sur lesquelles il semble le plus adapté. Alors bien sûr, vous voyez en dessous, vous avez aussi, en gros, tout le monde peut aller sur le 736. Un aventurier, un sportif, il peut le faire, un randonneur habitué, il peut le faire, etc. Mais la sensation du terrain par rapport à ce GR, c'est qu'il est par exemple très adapté à la primo
au primo-pratiquant, c'est-à-dire à quelqu'un qui partirait pour la première fois faire une expérience d'itinérance. Par rapport à ses caractéristiques physiques, ce n'est pas un GR qui est très difficile sur les caractéristiques physiques, par rapport à ses caractéristiques de rassurance, avec notamment beaucoup de traversées de villages, etc. etc. Ça, c'est revenu souvent. C'est-à-dire on a peut-être une cible là, c'est ces millions de gens qui sont intéressés par l'itinérance, mais qui ne l'ont jamais fait, et pour qui ça peut être quelque chose d'un peu compliqué, ou pas dangereux, mais aventurier, qui ne veulent pas forcément. Bon, peut-être cette cible-là. Et puis, on a eu les couples sans enfants aussi, qui sont revenus souvent, comme une cible intéressante, et les personnes sensibles, les personnes qui ont une sensibilité à l'éco-responsabilité. Voilà les 3 cibles qui sont revenues très souvent et qui remontent beaucoup du terrain. Et les avantages concurrentiels, donc là justement, Josiane, c'est par rapport à cette question, pourquoi le GR736 et pas un autre? Pourquoi? Eh bien là, vous avez la vision du territoire par rapport à ce produit, par rapport à cet outil, à ce GR. Pourquoi? Ça revient beaucoup là. Plusieurs activités possibles sur des endroits restreints, réduits, on peut enchaîner des choses. Alors, c'est effectivement, quand on regarde la topologie, quand on regarde ce qu'il y a sur place, oui, c'est vrai qu'il y a très peu de GR en France qui peuvent dire, ici, vous pouvez faire de la multi-activité. Par contre, ça a soulevé et ça soulève derrière beaucoup de difficultés sur la mise en pratique concrète, mais on y reviendra. Et pourquoi le GR plutôt qu'un autre? Vous avez les 3 briques en bas que j'ai mis. C'est en gros les 3 points qui reviennent souvent, et le GR humain revient très souvent aussi. Un GR humain avec un GR où on traverse des territoires habités, on traverse des territoires où il y a de l'activité, on traverse un territoire où il y a des villes, on traverse un territoire où il y a des villages. Donc il y a beaucoup de contacts potentiels, beaucoup de rencontres. Ça peut être une différence par rapport à des GR beaucoup plus sauvages, etc. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, ça veut dire que c'est une différence. Les faiblesses qui remontent du terrain. 2 grosses faiblesses qui sont citées. Sur les faiblesses, il n'y a pas eu grand-chose qui a été dit, mais ça a quasiment tout le temps été les mêmes choses qui ont été dites. Donc c'est assez simple à synthétiser. Faiblesse, pouvoir organiser et tout planifier facilement. Première faiblesse qui a été identifiée. Donc pouvoir organiser, c'est imaginer quelqu'un qui est donc en banlieue parisienne et qui veut venir, lui, ça veut dire qu'il va falloir qu'il organise son déplacement, son transport. Il n'a peut-être pas de voiture, donc comment il arrive, comment il repartira. Où c'est qu'il dort, comment il réserve, comment il paye à l'avance, est-ce qu'il peut réserver son canoë, est-ce qu'il ne peut pas, etc., etc. Donc toute cette brique-là qui a été citée comme une faiblesse. Et une autre brique de faiblesse qui est de pouvoir le faire en toute saison. Vous l'avez bien senti, on le sent dans toutes les enquêtes, ce qui est très, très intéressant avec le tourisme itinérant, c'est qu'on a des gens qui pratiquent ça quasiment toute saison. Donc, M. Curvelé a évoqué les ailes de saison, ça a été dit aussi par certains d'entre vous. C'est vrai que c'est un objectif totalement noble et vertueux sur un territoire, de développer du tourisme un petit peu hors saison. Là, par contre, lorsqu'on a un itinérant, il a besoin de trouver à manger, pour dormir, etc. Que ce soit le mois de mars, d'août, c'est pareil pour lui. Donc, il y a ça, c'est une faiblesse qui a été pointée du doigt sur le territoire, donc des choses certainement à corriger, de trouver des restaurants ouverts, de trouver des navettes disponibles, de trouver des commerces ouverts, etc. etc. Faiblesse identifiée. Et au niveau, toujours de cette notion autour de la promotion, des clientèles, de qu'est-ce qu'on peut dire, etc. Là aussi, il y a quelque chose qui remontait beaucoup du terrain, qui est de dire... on pense que les premiers promoteurs, ou en tout cas des promoteurs très importants d'un GR, c'est les habitants eux-mêmes du territoire. Donc il y a sans doute un travail très important à mener auprès des locaux, auprès des habitants, pour installer ce GR dans leur vision de leur territoire, dans leur connaissance, etc. Sous-entendu, il y a certainement une immense majorité des habitants de ce territoire qui ne savent même pas qu'il y a un GR sur leur territoire, qui traverse les sites magnifiques que vous avez, etc., etc. Donc ça a été une surprise un peu pour moi, mais une idée extrêmement intéressante de dire peut-être que les premiers ambassadeurs de ce GR, c'est les habitants, c'est vous, c'est tous les gens qui bossent ici, qui travaillent ici, quel que soit le secteur, avec des idées, donc vous voyez, qui sont sorties derrière sur l'organisation de
événement pour que des locaux puissent faire des morceaux du GR. Là aussi, les scolaires qui sont beaucoup ressortis dans les idées, de dire il y a peut-être une carte à jouer avec les écoles et les collèges sur ce territoire pour prendre ces jeunes et les amener, leur faire découvrir, leur faire beaucoup de choses, mais qu'ils puissent en prendre connaissance et qu'ils puissent en discuter eux-mêmes sur leur réseau, etc., etc. Les scolaires, c'est revenu souvent comme un fil à activer peut-être pour installer le GR auprès des locaux. Mais vous voyez, après des choses beaucoup plus concrètes et pratico-pratiques, d'avoir des stickers GR 736 dans les commerces, d'utiliser l'affichage municipal par exemple dans certaines communes pour proposer des micro-aventures sur le GR, sous-entendu, tu habites là, tu peux faire ça prend 2 heures, c'est juste à côté là. Pour pousser les gens finalement à consommer, excusez-moi du terme, ce GR. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Et puis bien sûr, il y a eu quand même ce point qui a été noté, et vous voyez, c'est une slide qui est très chargée. C'est oui, il faut travailler le local, mais on ne pourra pas se passer de travailler la notoriété auprès du grand public. Donc de travailler la notoriété, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un site web, ça veut dire potentiellement envoyer des idées autour de reportages TV, des idées de peut-être d'organiser ou de pousser des événements à grande ampleur pour qu'ils aient beaucoup de résonance. Quelque chose qui est revenu aussi, et Josiane vous en avez parlé d'ailleurs, c'est cette idée de mythe. Ça, c'est revenu souvent de dire pour installer ce GR à notoriété auprès du grand public, ce serait bien qu'il y ait un mythe. Donc un mythe, c'est une histoire à raconter, quelque chose qui peut se greffer sur le GR pour que ça se mette à parler au grand public. C'est quelque chose qui est venu dans un mythe, un emblème, un symbole, une histoire, une légende, quelque chose à créer sur ce GR pour que dans la communication, ça puisse parler auprès du grand public. Et le dernier point, ça a été la commercialisation quelque part, mais pas forcément sur l'aspect commercial et pécunier du fait, mais comment on peut faire pour que des gens, ce soit simple pour eux. Il y a 2 grandes tendances là, il y a 2 grandes idées qui sont remontées du terrain. Il y a la première idée de s'adapter aux besoins d'autonomie, donc une idée de GR 736 en toute liberté, partant du principe qu'il y a une tranche des pratiquants qui sont en totale autonomie et qui le seront toujours, pour qui ça fait partie pour eux du jeu. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil pour qu'ils puissent eux-mêmes et en toute autonomie réserver, savoir si c'est disponible ou pas disponible, s'ils peuvent y aller, pas y aller, etc. Donc là, c'est très souvent revenu sur un outil unique, un site web unique ou une application unique derrière laquelle on peut retrouver des disponibilités en temps réel. C'est le point qui a été le plus souvent cité, avoir de la disponibilité en temps réel, savoir là-bas. Alors, disponibilité en temps réel, ça commençait d'ailleurs avec savoir si c'est ouvert ou fermé. Parce que s'il faut que je marche 10 bornes pour y aller, j'aime autant savoir avant d'y aller si c'est ouvert ou si c'est fermé. Je ne suis pas en voiture, je suis à pied. Donc la disponibilité temps réel qui est revenue très souvent. Donc ça, c'est par rapport aux gens qui sont en autonomie, à la fois quand ils préparent et à la fois pendant le parcours. C'est quelque chose qui a été souvent dit. La clientèle itinérante, elle a besoin d'autonomie également pendant qu'elle est en itinérance, c'est parce qu'elle peut changer, son itinérance peut changer du jour au lendemain parce que les conditions changent, etc. Et puis, un autre point qui a été sur la proposition sur l'organisation assistée, dans le GR 736 clé en main. Ça, c'est revenu aussi, notamment parce qu'il y a cette notion c'est un GR qui semble très très bien adapté à des primo-pratiquants. Or, des primo-pratiquants, ils vont peut-être avoir besoin souvent d'être accompagnés dans leur pratique, d'être accompagnés dans leur préparation, etc. Donc là, on a l'idée de proposer des produits packagés, de proposer des produits d'appel, de s'appuyer sur des agences spécialisées qui proposeraient des produits, mais encore faut-il que ces agences spécialisées soient au courant qu'il y a un GR, soient au courant qu'on peut y faire ci, etc. dessus. Donc on a toute cette arborescence-là de thématiques, de produits d'appel ou de prestations ou de prestataires autour qui ont été cités comme des options, en tout cas des idées d'actions qui pourraient être mises en place autour du GR 736 pour en faciliter l'accès aux clientèles. Voilà, j'ai synthétisé tout ça rapidement. Est-ce que j'ai oublié des trucs par rapport à... Vous aviez participé à certaines choses des fois ? Non ? J'ai rien oublié ? En tout cas, alors l'idée... Ça fait beaucoup, hein, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous regardez tout ça, quand on se tourne vers vous, là vous avez la remontée du terrain finalement.
C'est qu'il y a potentiellement beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire, donc il faudra sans doute faire beaucoup de tri là-dedans. Mais en tout cas, c'était très intéressant, très riche. Et ce que je peux vous dire, moi, en tant qu'expert qui fait souvent ce genre de démarche, c'était pas étonnant, mais c'est assez marquant d'aller vers des gens, de leur parler de quelque chose qui n'est pas forcément leur cœur de métier, et d'avoir autant de retours par rapport à ça. Je regarde le timing pour voir si on prend quelques questions. On ne va pas prendre quelques questions pour les temps, on les prendra juste après. Est-ce que vous avez un point à rajouter ou est-ce qu'on finit ce focus 736 et est-ce qu'on lance une petite vidéo, Josiane, peut-être, pour finir? Oui, donc on va vous proposer de découvrir la vidéo qui vient clôturer 3 ans de travail dans le cadre du dispositif récréataire. Donc un grand nombre, enfin en tout cas un certain nombre a participé aux réflexions dans cette salle. Et donc qui visait à valoriser la filière sport loisirs nature sur la base vraiment d'un ancrage culturel fort où vraiment, comme le dit Jean Corneloup, qui a participé activement avec nous à ce dispositif où la nature et l'humain a toute sa place. Voilà, je vais vous laisser découvrir la vidéo, j'en dis pas plus. Très bien, je vais la lancer. Merci beaucoup à tous les 4. On peut vous raccompagner, on peut vous applaudir. Et je lance cette petite vidéo.
Ça, c'est comme les photos de tout à l'heure. Quand on regarde le film, on se dit, mais pourquoi on est là, en fait? C'est le truc. J'ai entendu la salle qui retenait son souffle quand on avait la slack géante. Je ne sais pas si vous avez... Quand il y a eu la dame sur la slack, ça fait... Voilà, ça fait ça.